Jacques. Bonjour Diane, encore une fois, merci d'être venu jusqu'ici. Bon, je vous en prie. Heureusement que vous avez la famille dans le secteur, c'est très bien. Oui. Ça. Les internautes qui nous aiment bien vont être une fois de plus agréablement surpris. Ça fera une soudure avec le mois d'octobre. Exactement. Alors, commençons. Eh bien, voilà, feu. C'est parti, commençons nos questions d'actualité de politique. Alors, ce sera pour le mois d'août essentiellement autour des attentats qui sont survenus. Oui, hélas. On connaît donc vos analyses sur les attentats et les terroristes téléguidés. Que dire de celui de Nice? Je vais devoir me répéter, c'est ce qu'il y a d'extrêmement, je dirais pas curieux, mais démonstratif, c'est que tous ces attentats aboutissent au même résultat, c'est-à-dire progressivement permettre au pouvoir de resserrer nos libertés sous prétexte de sécurité. Alors quand on voit la sécurité qu'ils sont capables d'assurer aux Français, on peut dire qu'au moins, ils sont incapables. Ou alors ils le font exprès. Parce que tout de même, il y a deux faits dans cet attentat de Nice que j'ai tout de même signalé dans le communiqué que nous avons fait, qui est sur notre site, qui est sur les réseaux sociaux, qui a d'ailleurs provoqué pas mal de réactions positives, aucune négative, absolument aucune négative. Tous ces internautes retransmettant à leur liste d'amis le texte, etc., c'est vraiment extraordinaire. Donc il y a deux éléments fondamentaux. Premier élément, comment est-ce qu'il n'y avait pas de surveillance policière et pas de barrière pour empêcher n'importe quel véhicule de passer, à l'endroit où ça allait se dérouler là. Alors qu'on nous a dit l'inverse. Oui, attendez. Alors qu'on était en pleine obsession, fabriquée tous les jours un peu plus par les pouvoirs publics, de la menace islamiste. Donc, pas de surveillance policière. Pourtant, il était facile, au lieu de mettre les petites barrières métalliques qui sont renversées par n'importe quel véhicule, de mettre les blocs en béton que l'on met parfois sur les autoroutes pour détourner quand ils font des travaux, etc. Ça se pose et ça s'enlève très facilement. Mais le camion n'aurait pas pu passer. Alors, première observation, donc, ceux qui sont chargés de notre sécurité, c'est-à-dire les Valls et Cazeneuve, ministère de l'Intérieur, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Quant à ce rigolo de Christian Estrosi, ex-maire de Nice et président de la région PACA, maintenant, après avoir bénéficié du soutien des socialistes, qui tout de suite après a fait sa grande gueule en disant « mais ça c'est pas sérieux, on n'a pas fait ce qu'il fallait », je regrette beaucoup, mais les services municipaux aussi, qui sont tout de même sous sa coupe. Celui qui est maire de Nice à sa place maintenant, c'est un de ses amis, il a été nommé avec son consentement, donc il est co-responsable aussi, au moins de l'ineptie des pouvoirs publics. Sinon, je répète, de la complicité pour aboutir au résultat que l'on a eu, c'est-à-dire l'attentat. Parce qu'il profite le crime, c'est toujours la même chose, je reviens toujours là-dessus. C'est toujours la même question. Donc ça. Deuxième élément, cette injonction insensée à la policière Sandra Bertin, qui était la responsable ce jour-là du service de vidéosurveillance de la ville de Nice, lui disant « il va effacer ça tout de suite ». Première chose. Elle n'obéit pas. Alors, scandale, panique. On lui envoie un texte que j'ai, qui sera publié dans le prochain numéro de la Politique. J'ai le texte. Lui enjoignant la même chose, mais par écrit. Deuxième élément, autre injonction, lui demandant de modifier dans son rapport ce qu'elle n'avait pas mis, et pour cause, comme quoi il y avait une surveillance policière. Et elle répond, je ne peux pas le faire, ce n'est pas sur mon écran de vidéosurveillance, donc je ne le fais pas. Alors vous vous rendez compte, avec ces deux éléments, pas de surveillance par où le camion est passé et pas de bloc béton, avec n'importe quel obstacle solide pour empêcher qu'il passe. Et cette panique du pouvoir public, essayant de modifier l'impression que ça commençait à donner dans le public, de cette soit incompétence, soit volonté de laisser faire l'attentat. Oui, ça commence à devenir flagrant. C'est incroyable. Est-ce que les Français mesurent réellement par qui on est gouverné, au profit de qui?
Je crois qu'il y a commencé à y avoir une prise de Ah, conscience. ça commence. Et d'ailleurs, je dois vous dire que j'ai reçu coup sur coup ces derniers jours des messages de policiers et de militaires qui n'en peuvent plus, qui s'abonnent à la politique et qui commandent des livres. Donc vraiment, on se trouve devant un public qui jusqu'à présent ne s'occupait pas particulièrement de politique, qui devant les événements se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on nous veut, et qui essaye de comprendre. Et comme mes vidéos, grâce à vous, d'ailleurs, circulent sur Internet, et puis grâce aux internautes aussi, qui eux-mêmes, comme je disais tout à l'heure, retransmettent en boucle, ça commence à attirer l'attention sur ce qu'il y a de sous-jacent à tout ça. Mais de fil en aiguille, ils arrivent à... Et de fil en aiguille, ils arrivent à se dire oh non, on nous en veut, mais alors, qui est derrière tout ça? Et c'est pour ça qu'ils essayent ils s'abonnent à la politique, je répète, ou ils achètent mes livres. Et on a eu pas des facteurs, des chèques invraisemblables. Tous mes livres commençaient d'un seul coup. Commandés d'un seul coup. Oui. C'est pas des gens qui disent on va acheter un de ces livres pour voir ce qu'il raconte, etc. Non. Et l'impression que ça me donne, et j'avoue que c'est encourageant, ces gens ont été tellement convaincus par ce que je dis dans mes entretiens et conférences, qui se dit on va prendre tous ces livres parce que ça englobe tout. Il y a un besoin de réinformation. Pas de réinformation. Oui, enfin, de réinformation, d'information tout court. Oui. De contre-information. Contre-information. Donc les Français excédés ont d'ailleurs sifflé Valls lors de la minute de silence. La récupération façon « Je suis Charlie » ne semble plus prendre. Quelle analyse faites-vous de la réaction des Français? Ça découle de ce que je viens de dire, c'est que les Français, plus ou moins consciemment, se rendent compte qu'on leur ment, tout simplement. Et qu'Emmanuel Valls étant le Premier ministre est le premier responsable. Lui, d'ailleurs, je considère que Valls et Cazeneuve, tous deux membres du Grand Orient, sont des personnages particulièrement dangereux. Nuisible pour la société française. Du même type d'ailleurs que Sarkozy, simplement la tactique est différente. Avec Sarkozy, c'est par petites touches. C'est pour ça que j'ai fait voter Hollande à l'époque, que certains n'ont pas compris, mais très peu d'ailleurs, très peu, et tous ceux qui étaient abonnés à la politique ont suivi. La chute. Ils ont compris que le but que je voulais était que les Français ne se laissent pas à nouveau faire avoir par Sarkozy et sa stratégie de petits pas. Tandis qu'avec les socialistes, c'était prévu, ce serait à l'emporte-pièce. Et que, fatalement, ils seraient obligés d'ouvrir les yeux. Eh bien, c'est l'histoire de la grenouille dans la casserole, qu'on met dans de l'eau froide, et puis on met le feu, et on fait monter la température petit à petit, elle meurt sans se rendre compte de ce qui lui arrive. Voilà, c'est exactement ça, rappelez-vous. C'est la méthode Sarkozy. C'est l'image que j'avais donnée lors d'une des conférences, je crois que je me suis répété d'ailleurs à plusieurs reprises là-dessus, c'est tellement démonstratif. Et que là, on plonge la grenouille directement. Fatalement, dès qu'elle sent l'eau brûlante, elle saute. Donc, elle se dégage. Prise de conscience. D'ailleurs, le père de Mohamed Boulel, Awesh Boulel, est membre du parti Ennahda, émanation des Frères musulmans. Que pouvez-vous nous dire au sujet de cette organisation? Alors, c'est ce qu'on peut appeler une nébuleuse. Il y a de tout. Si mes souvenirs sont exacts, c'est une organisation qui a été créée fin des années 20, 1928 ou 29, quelque chose comme ça. Alors les motifs n'étaient pas du tout condamnables de notre point de vue. On peut très bien comprendre leur point de vue à ce sujet-là. Ils entendaient réagir à l'imprégnation de l'Occident décadent. Vous parlez des Frères musulmans? Des Frères musulmans. Je mets tout à fait à leur place, ils ont raison. Un nationalisme... Un espèce de nationalisme, mais un nationalisme hyper religieux quand même. Avec tout de même une volonté d'imposer l'islam. Donc c'était conquérant. Et une idée d'un grand monde arabe. Tout à fait, d'expansion incontestablement. C'est ça qui rend la chose dangereuse. Alors, ça s'est développé, notamment en Égypte. Ils sont arrivés au pouvoir, je crois, en 2011, avec Mohamed Morsi, qui était le chef de la congrégation à l'époque.
Et puis, alors bon, il se présente, petit rappel aussi, il se présentait tout à fait comme anti-Israël. Bon, la première chose qui a été notée, c'est que dès leur arrivée au pouvoir, ils n'ont pas fait montre d'une animosité particulière envers Israël, ce qui a découragé d'ailleurs un certain nombre de leurs fidèles. Et puis, ce qui les a perdus, c'est qu'au point de vue gestion, ils sont des absolument nuls. Et là encore, le fait de défendre une religion n'est pas un garant de bonne gestion de l'économie d'un peuple. Et c'est ce qui a amené à la contre-révolution du général Sissi, en 2013. Et chose curieuse, c'est toujours la même chose. Derrière ce que l'on a appelé ces révolutions orange ou le printemps arabe, etc., rappelez-vous, on trouve toujours le même main. Les États-Unis, Israël. Donc, vous voyez, c'est une nébuleuse qui peut paraître telle qu'elle se présentait comme anti-israélienne, mais finalement, qui n'a pas été du tout efficace dans ce sens-là. Donc, voilà. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Nébuleuse, alors, une nébuleuse, qui dit nébuleuse, c'est qu'il y a des tendances diverses qui tirent dans tous les sens. Mais le fait que le père du terrorisme, Mohamed Boulel, parce qu'on présente le terroriste comme quelqu'un qui n'était pas radical, qui n'était pas radicalisé, qui était seulement... Mais c'est pour ça que je dis tendances différentes au début, et c'est pour ça que j'ai insisté au début de ma réponse, pour dire que, en fait, leur réaction telle qu'elle apparaissait au début était tout à fait compréhensible de notre point de vue, c'est qu'ils réagissaient contre l'influence occidentale qui dépravait le monde musulman. Et on les comprend, c'était une réaction nationaliste, mais avec cette connotation d'islam tout de même conquérant, qui ne peut pas nous convenir. Bah, je ne suis pas contre l'islam, mais qui reste chez lui, c'est tout. Oui. Peut-on établir un parallèle entre le prêtre assassiné à Saint-Étienne-du-Rouvray et les moines de Tibérine assassinés en 96 ? Alors, c'est une très bonne question. Très bonne question. Et j'y ai pensé, j'ai pas de réponse. D'abord parce que l'histoire de l'assassinat des moines en Algérie, on n'a aucune certitude. Les indices, c'est l'État algérien, d'autres disent ce sont les milieux islamistes. Ce qui est sûr, par contre, ça a été la volonté d'écraser l'affaire de la part du gouvernement français, des Chirac à l'époque. Est-ce que Juppé n'a pas été mouillé aussi un petit peu dans cette... Juppé a été mouillé dans tellement de choses que bon. Donc, pour répondre à cette question-là, j'avoue que je ne peux pas y répondre, on ne sait pas qui a fait le coup, mais on peut aussi faire l'observation que c'était un crime atroce qui finalement servit à qui ? Toujours les mêmes, certainement. Lancer l'opinion publique occidentale contre l'islam, criminel, dont le résultat ne pouvait être que de rapprocher l'opinion publique occidentale d'Israël, comme si c'était Israël le recours contre l'islam. Alors que je regrette beaucoup, comme je l'ai expliqué à de multiples reprises, l'islam, dès le début de l'apparition du christianisme, a utilisé l'islam qu'il a fomenté par Mohammed, le même serviteur du grand rabbin de Médine, pour ne pas oublier ça quand même. Donc, encore une fois, à qui profite le crime? Et alors, je vais rajouter une chose à laquelle j'ai pensé par la suite. Vous n'avez pas été surpris de cette quasi-concomitance, à quelques jours près, entre l'assassinat du père Hamel, tout de suite après l'attentat de Nice. Comme si c'était pour détourner l'attention. À une semaine près, quelque chose même pas, je crois. Enfin oui, peut-être une semaine près. Je me suis dit, mais c'est curieux. Alors, il y a une chose tout de même aussi qui m'a interpellé là-dedans, c'est que d'après ce qu'on a pu en lire dans la presse ou vu sur Internet, c'est que le père Hamel était très proche des milieux musulmans.
Oui, il était... Qui leur avait cédé un terrain, je crois, etc., etc. Alors, pourquoi le prendre lui comme cible, alors qu'il avait absolument aucune animosité contre l'islam? C'est bizarre. Et là encore, on se dit, ce sont encore une fois des individus instables, manipulés. Manipulés par qui? En vue de quoi? Toujours la même chose. En vue de l'israélisation, l'israélisation de la France, a dit notamment le député, non c'est... Ah, quelle est cette personne qui a dit ça? Bon, oui, ils ont été plusieurs dans les médias à dire qu'il fallait israéliser le... Ah oui, mais c'est l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin, exactement, qui n'en rate pas une, celui-là. Il n'en rate pas une. Mais c'est le but. Mais vous voyez d'ailleurs, je l'ai mis dans le communiqué que nous avons fait sur l'affaire de Nice. J'ai rappelé justement cette citation, et tout concourt à la démonstration de ce que j'essaye de faire comprendre. C'est que tout cela, finalement, aboutit au bénéfice d'Israël. Alors, on en tire les conséquences que l'on veut, on regarde les choses en face où on se bouche les yeux et les oreilles, mais ça, c'est la réalité. À qui profite le crime? Et puis ça nous rappelle l'histoire du rabbin qui racontait l'histoire des petits coqs qui se battaient. Oui, bien sûr, exactement. Et puis ça rappelle aussi, c'est un texte que je rappelle très 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 souvent, et dans mes écrits et dans mes conférences, c'est le texte de cet organisme du renseignement militaire, enfin un des services de renseignement militaire, la veille du 11 septembre 2001, qui disait Israël a la faisabilité de commettre des attentats sous couverture d'attentats palestiniens. Bon, pas les autres remplacés. Palestiniens par islamistes, c'est la même chose. Et on est en plein dedans. C'est exactement la même tactique pour aboutir au même résultat. Et ils veulent la guerre des mondes. Oui, c'est clairement, mais bon, ça devient flagrant. Les attentats ayant touché l'Allemagne sont-ils de même nature? Certainement. Certainement, et là encore, si vous vous rappelez d'un autre communiqué sur l'affaire de Nice, j'ai évoqué cette étrange affaire de ce journaliste allemand qui curieusement s'était trouvé à Nice en possibilité de filmer le massacre avec le camion, et qui, 48 heures je crois après, s'est retrouvé à Munich pour filmer l'attentat d'un autre déséquilibré, parce que maintenant ce ne sont plus des islamistes, ils sont des déséquilibrés. Bon, d'accord. Bon, alors, admettons, il peut y avoir des hasards, c'est un journaliste, il navigue à droite et à gauche. Pourquoi s'est-il trouvé à Munich et pas dans une autre ville d'Allemagne ou dans un autre pays pour couvrir telle ou telle actualité? Non, il se trouvait au bon moment, en capacité de filmer le moment qu'il fallait filmer. C'est même curieux. Et quand on apprend par ailleurs, c'est dans mon communiqué, que sa femme est une ancienne du Parlement israélien, ancienne du Shin Bet, c'est-à-dire le service de renseignement militaire israélien, on se dit tiens. Il était bien. J'invente pas ça. Je n'invente pas ça. Tout un chacun peut trouver ça dans la presse, sur Internet, etc. Simplement, il faut faire le recoupement, parce qu'évidemment, c'est pas les médias, et même notre presse, comme on dit, qui vont faire les rapprochements. Eux font tête baissée dans l'anti-islamisme primaire. Mais ces actes terroristes, est-ce que ça pourrait pas donner des idées à d'autres musulmans qui ont on leur a inculqué un peu la haine du... Alors, il est évident que tous les instables peuvent être tentés de faire ça parce qu'on parle d'eux. Et alors, je voudrais tout de même revenir sur une chose, ça, c'est les deux individus qui ont fait le meurtre, qui ont égorgé le prêtre. Qu'est-ce qu'on nous a appris? C'est dans la presse, encore une fois. Qu'ils étaient bien connus des services de police, comme on dit habituellement, et qu'ils bénéficient d'une fiche S, tous les deux. Alors, voulez-vous me dire à quoi sert la loi sur le renseignement que nous a imposé un certain Manuel Valls? L'état d'urgence que le même nous a imposé, à quoi ça sert? Mais c'est contre les Français, c'est tout.
Ça gêne pas du tout les terroristes. Et pire que ça, il avait un bracelet électronique. Et il avait un bracelet électronique. Bon, de toute façon, le bracelet électronique, j'ai jamais... D'autant qu'il s'était paraît-il, dans la fourchette horaire où il pouvait sortir. C'est magnifique. Non mais, vraiment, il se moque des Français. Et donc ça en revient, on entend beaucoup parler en ce moment de l'état de droit. Ça, c'est soumission. Moi, ça c'est tarte à la crème, ça. État de droit. Pas d'état de droit, il y a le droit à se défendre, et simplement, quand on veut se défendre, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Hein, et pas faire porter le chapeau à certains, alors que ce sont d'autres qui tirent les ficelles. Donc si la guerre entre chrétiens et musulmans est souhaitée par le monde juif, pourquoi les médias font-ils autant d'efforts pour ne pas stigmatiser, amalgamer les actes terroristes et l'islam, puisqu'on sait qui tient les médias notamment? Je comprends pas très bien votre question. Bon, en fait, à travers les médias, le monde juif détient, on le sait, une bonne partie des médias, c'est eux qui détiennent l'information. Pourquoi est-ce qu'ils font tout cet effort pour montrer les musulmans sous un... C'est-à-dire... Sous un mauvais jour. Non, sous un bon angle, enfin, quand on entend les interroger les musulmans. Enfin, bon, d'accord. Pour les Français, D'accord. Alors, à mon avis, il n'y a qu'une seule explication à cela. C'est que, d'une part, ils ont besoin de l'islam pour nous submerger. Ils ont besoin de l'immigration. Parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, si réellement c'est l'islam qui est criminogène, comme ça apparaît, tel qu'on nous le présente, pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas l'afflux de tous ces migrants qui sont quasiment tous à 99% des islamistes, ou tout au moins des musulmans? On devrait couper, puisque c'est tout de même là-dedans que se recrutent les quelques individus qui périodiquement font des coups. Donc ça devrait commencer par ça. Ils ne le font pas. Donc ils ont à la fois besoin de cet islam pour nous submerger, et en même temps, et ça qui est très curieux, c'est l'histoire du boomerang, en même temps, ils se rendent compte que ça risque de leur retomber sur la figure. Et rappelez-vous un texte que j'ai cité d'un rabbin dernièrement, dans lequel il disait, bon c'est très bien, l'Europe va devenir islamiste, ça va disparaître, donc notre Edom, il disait, va disparaître, l'islam va le détruire, donc l'arrivée du Messie est proche, mais, disait-il, attention, il faut faire attention, espérons que cela ne se retourne pas contre nous. Parlant de cet islam, or qu'est-ce qui se passe justement dans toutes ces masses musulmanes, des œuvrés hauts, des banlieues? Mais ils sont antisémites. Donc vous voyez, le jeu très douteux et trouble de ceux qui nous gouvernent, directement et indirectement, parce que derrière nos gouvernants français, il y a les États-Unis et bien entendu le poids d'Israël, et de des médias, comme vous disiez, qui manipulent tout ça. C'est un double jeu. Un double jeu, double face, etc. Et donc si le monde juif voulait vraiment que les musulmans nous submergent, il aurait fallu ne pas faire des attentats. Là, ça commence à réveiller les Français, que là, vous le disiez vous-même, dans combien de temps ne serons-nous plus chez nous avec toute cette immigration légale? Mais vous avez raison, ce serait logique. Mais ils sont tellement obsédés par la volonté de nous détruire que pour eux, le seul moyen de nous détruire, c'est à la fois par la perversion des mœurs, etc., par les lois antinaturelles, mariage pour tous, etc., mais ils ont besoin aussi physiquement de nous submerger sous une masse contraire à notre religion. Mais justement, c'est pour ça que j'insiste bien, ils sont dans un dilemme. Ils veulent une chose et à la fois ils veulent le contraire. Oui, ça peut pas se... Je ne peux pas expliquer ça autrement. Se résoudre, cette histoire. Donc on accuse l'islam de vouloir créer un califat et que pour s'y prendre, ils utilisent la dissimulation, la taqiyya. Quel est votre avis sur cet objectif de l'islam? Bon, alors l'islam, c'est toujours la même chose. L'islam, c'est comme la chrétienté, il y a 36 000 visages. Oui. Hein. L'islam de l'Iran, de la Syrie ou même de Kadhafi était un islam qui pouvait s'entendre avec les autres religions. D'ailleurs, ça qu'on leur reproche entre autres, certainement.
Dissimulation? Je vois pas en quoi il y aurait dissimulation. Les groupes extrémistes islamistes, ils avouent carrément la chose. Il n'y a pas de dissimulation. Là où il y a dissimulation, c'est dans la présentation des faits et des intervenants qui sont derrière, de la part de nos médias et de nos gouvernements successifs. Ça, oui, là, il y a dissimulation. Le journal L'Humanité affirme que le tueur de Berlin s'est inspiré du néo-nazi Breivik, créant ainsi un lien supplémentaire entre terroristes et extrême droite. Bien sûr, ils n'allaient pas rater l'occasion. Bon, alors, bonne question, encore une fois. Bonne question. Mais je voudrais, petit rappel, qui était... comment il s'appelait Breivik. Hein? Je ne sais plus son nom, Breivik. Oui, Breivik. Qui était Breivik? Un instable qui était affilié à une loge maçonnique. On l'a signalé dans la politique à l'époque. Tout à fait. Hein? Donc, encore une fois, l'impression qui se dégage de tous ces intervenants, quelle que soit leur origine, bon, il n'était pas musulman lui, c'est qu'on utilise des gens instables pour faire un coup en les persuadant que ça va avoir une incidence dans le sens de ce qu'ils pensent vouloir défendre. Et là encore, c'était un carnage. Et alors, à quoi ça a servi ce carnage? Mais à diaboliser l'extrême droite, en Suède, tout simplement. Mais personne n'a diabolisé la maçonnerie alors que... Et personne n'a diabolisé la maçonnerie, et j'ai publié, c'était dans la politique, j'ai publié la photo de Breivik en grand apparat de costume maçonnique avec le tablier et tout le tralala. C'est pas une invention. Je n'ai pas trouvé ça n'importe où. C'est dans les médias que je l'ai trouvé. Ou sur Internet, je ne me rappelle plus. Et puis, tous ceux qui nous informent, parce qu'évidemment, tout ce que nous arrivons à sortir, si on n'avait pas la quantité croissante de gens qui adhèrent à notre combat et qui apportent une documentation supplémentaire, on n'aurait pas le temps de faire tout ça, c'est pas possible. Et je tiens au passage à les remercier. Donc, faut-il s'attendre à des attentats contre les musulmans sous faux drapeaux et imputés à l'extrême droite? Justement pour je dirais certainement, et alors le plus curieux, c'est intéressant votre question encore une fois, c'est que, comment il s'appelle, Edoui Plenel de Mediapart l'a évoqué le jour même de l'attentat de Nice. Alors Plenel est un type d'extrême gauche. Il a évoqué le fait qu'il y ait des attentats contre les musulmans. Qu'il y aurait, non seulement il a évoqué, il a dit il y aura des attentats. Tiens, comment le savent-ils? Donc il faut s'y attendre. Ça me fait penser d'ailleurs, il y avait un film qui devait sortir, ou qui est sorti, qui s'appelait Bastille D. Ça vous dit quelque chose? Bastille B. Bastille D. Donc le jour de la Bastille. Oui. Et le sous-titre c'était le feu d'artifice, ce sera eux. Et en gros, l'histoire de ce film, on peut voir la bande-annonce sur Allociné, c'est donc le gouvernement français qui crée un attentat. Il a été retiré de l'affiche. Tiens, comme c'est étonnant. Exactement, il devait sortir le 17. Mais c'est évident. Et pourquoi l'ont-ils retiré de l'affiche? C'est parce qu'on pointait du doigt le gouvernement français. Dans la manipulation. Tout à fait. Mais c'était un film donc, qui avait été fait en amont pour qu'il sorte le 17 juillet. Mais écoutez, il y a combien d'années que je canonne contre le complot mondialiste? Oui. Hein? Et eux, à Hollywood, ils le connaissent, hein. Certainement. Et c'est curieux parce que dans les milieux, même américains, il y a des trucs qui sortent qui ne sortiraient jamais ici. On se demande comment. Mais là, le fait que le pouvoir en France a été retiré quand? À quelle époque? Ça a été retiré récemment. Dernièrement. Oui, dernièrement. Et pour cause, ça attire l'attention des Français sur la manipulation de l'État dans toutes ces histoires. C'est exactement l'histoire du 14 juillet. Exactement, feu d'artifice, évidemment. Alors encore, si vous pouviez m'envoyer le lien de ça, ça m'intéresserait de creuser l'affaire. J'ai vu ça hier soir, en fait. Oui, soyez gentil quand vous rentrez de me l'envoyer, parce que là, c'était très intéressant. Une démonstration de plus de ce que je dis. Alors on a eu l'inénarrable BHL qui a voulu flouter le visage des musulmans. BHL. Peut-être encore une fois pour une pastille stigmatisée. Oui, j'ai vu ça, et les médias lui ont obéi.
Oui. Et les médias lui obéissent. Alors pourquoi il avait l'intention de... Enfin, il voulait effacer le visage des... C'est ça le fond de la question, le plus intéressant. Pourquoi? Parce que certains pourraient faire un recoupement au départ des visages avec certains contacts que ces gens auraient avec qui? Avec des personnes du gouvernement, certainement, des organisations. Mais rappelez-vous Marat. Oui. Rappelez-vous Marat, qui était Marat? C'était un pote de Squarcini, nommé par Sarkozy à la tête de la DCRI. Il était un élément de la DCRI, et c'est lui qui commet un attentat, nous a-t-on dit. Et quand on lui tire dessus, il crie « Mais pourquoi voulez-vous me tuer ?» Incroyable. C'est incroyable, ça veut dire qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, puisqu'il faisait partie de la DCRI. Donc on a l'impression que périodiquement, les services secrets français et étrangers tirent de leur carton des individus plus ou moins fragiles et leur font faire un truc, dans un but bien précis. Mais là d'ailleurs, Mohamed Laouaj Boulel, était déjà passé dans les médias car il manifestait avec les No Borders. Oui. Donc, comme c'est curieux. C'est peut-être pour ça que BHL en est fait c'était évident. Les recoupements. En Corse, le FLNC appelle les musulmans de France à s'opposer à l'islamisme radical. Que pensez-vous de ce groupuscule nationaliste? FLNC. Attendez, répétez-moi. En Corse, le FLNC appelle les musulmans ah oui, bah alors là, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Nous avons reçu il y a 4-5 jours, environ, oui, à peu près, la photo des dernières réunions du FLNC. Avec des têtes de cochon. 2 drapeaux. Ah. Devinez lesquels? Israélien. Bien. Pas loin. Et Ligue de défense juive. Et Corse. Ah, les Corses, oui, forcément, c'est des Corses. Le drapeau corse et le drapeau israélien, côte à côte. Oui. Donc il y avait la tribune avec les gus derrière la table. Et alors, on peut s'étonner, mais non, pourquoi s'étonner? Rappelez-vous que dans la politique, on a rappelé les origines de Talamoni, qui est le patron de ce groupuscule soi-disant nationaliste corse. Il est d'origine juive, comme c'est curieux. Et donc on trouve la traduction avec le drapeau corse et le drapeau israélien. Donc la Corse n'est pas française, elle est israélienne. C'est ça que ça veut dire? Et parce qu'il y a eu une forte immigration juive. Tout à fait, qu'on avait signalé, encore une fois dans la politique, que je n'ai vu reproduit nulle part ailleurs dans ce qu'on appelle notre presse. Je ne sais pas à quoi ils servent d'ailleurs, ces gens de notre presse. Je me demande à quoi ils servent. À part faire la guéguerre au Front National, Marine Le Pen et compagnie. Et aduler un certain Le Pen. Y a-t-il en France des maquis islamiques? C'est Boris Lelay d'ailleurs dans sa dernière vidéo qui évoque ce problème. Bon alors, il y a 2 choses à dire à ce sujet-là. Premièrement, c'est une évidence. On sait très bien que les banlieues sont une poudrière et qu'il y a des armes. On le sait très bien. Mais ce sont des zones de non-droit, comme on dit, où la police ou l'armée n'ont pas l'ordre de rentrer. Parce qu'ils ont peur d'une explosion, et c'est pour ça qu'en principe, on va avoir une guerre civile. Bon, qui dit guerre civile, dit qu'il y a 2 intervenants. Alors, est-ce que les Français seront capables de se battre? Ça, c'est une autre histoire. Alors, je voudrais tout de même dire un mot au sujet de Boris Lelay, qui commence tout de même à surprendre. Enfin, c'est plus que de la surprise, parce que je crois que j'étais le premier ou le seul, à faire remarquer son évolution. Ce garçon est apparu, 4-5 ans environ, dans les médias. Alors, c'est un séparatiste breton, sans problème. Il vit au Japon. Et il a commencé à se faire connaître en faisant des émissions contre le mondialisme. Donc jusque-là, rien à dire.
puis, petit à petit, son discours a évolué et c'est devenu quasiment de l'anti-islamisme primaire. Et j'ai signalé, je ne sais plus, je crois que c'était lors du dernier entretien, ou dans la dernière conférence, peut-être les deux d'ailleurs, je signalais que lors de l'une de ses dernières vidéos, tapant sur l'islam, il avait dit « Et maintenant, je vais prendre un coup de rouge avec du porc ». Et j'avais dit « Enfin, ça ne rime à rien. À quoi ça sert, sinon à rendre les gens un peu plus haineux si c'est possible? C'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Les problèmes se régleront de la façon que j'ai 1000 fois évoquée, par une entente, chacun chez soi. Je regrette beaucoup, c'est comme ça. C'est pas en rendant les gens haineux les uns contre les autres, c'est de la provocation. Et à quoi ça sert? À qui ça sert? Encore une fois, Israël, je regrette beaucoup. Est-ce qu'il a pu être retourné, ce Boris Lelay? Retourné, je sais pas. Je vous laisse. La supposition. La paternité, si j'ose dire, de votre déclaration. Mais ça me semble évident. Il a dû être retourné, ce garçon. Peut-être qu'il souhaite revenir en France et il doit lisser son... Je ne sais pas, mais c'est tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas normal, parce que son discours, je ne touche plus, il touche plus au mondialisme maintenant. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué une possible guerre civile. Peut-on parler de libanisation de la France? C'est évident. C'est évident. Alors là, à propos de libanisation, il faudrait tout de même savoir quels ont été les intervenants. Bon, alors le Liban... est un pays qui a été qui coinçait entre deux forces, côté islam, côté musulman avec la Syrie, l'Iran et de l'autre côté Israël. Or, rappelez-vous à l'époque des différentes guerres du Liban, dans lesquelles nous sommes intervenus, mais côté Israël, pour favoriser la faction pro-israélienne. Et qui était le représentant de la faction pro-israélienne côté chrétien? Un certain Samir Jaja, qui était l'ami de qui? D'un certain Maran, dont je parle très souvent, Bernard Anthony. Ah, comme c'est curieux. Sioniste, bien entendu. Donc vous voyez, quand vous parlez de libanisation, effectivement, vous avez raison. C'est avec les mêmes ingrédients. Et surtout que, je sais plus, j'étais tombée sur une vidéo d'une femme qui expliquait que le départ de la guerre au Liban, c'était des musulmans qui avaient égorgé également des chrétiens dans une église. Ça nous rappelle étrangement... Dans ce genre de problème, on ne sait jamais quel est le premier qui a fait ci ou qui a fait ça. Il est évident que quand certains s'ingénient à faire monter la tension entre les communautés, il y a l'une d'entre elles qui va commencer à péter les plombs, comme on dit. Donc, qui a commencé? Par exemple, si vous lisez l'histoire de France racontée aux petits-enfants par la République, on vous dit qu'il y a eu la Saint-Barthélemy. C'était pas beau. Ah, c'était pas beau du tout. Mais qui a commencé? Il s'est passé combien d'années avant que les catholiques réagissent de façon idiote? Parce que la Saint-Barthélemy n'était pas une solution. Parce que ça, encore une fois, ça n'a touché que des... Pas les responsables de l'affaire, pas les chefs protestants de l'époque qui avaient donné les ordres de massacrer des chrétiens ou d'incendier des églises. C'est toujours la même chose. Qui a commencé? Bon, vous n'étiez pas là, je n'étais pas là, on n'en sait rien. Donc c'est très bien, par contre, à qui ça a profité? Comme c'est curieux. Il n'y a pas de guerre de religion, a dit le pape. Toutes les religions veulent la paix. Quel commentaire vous inspire les paroles du pape François? Je dirais, il me fatigue. Il est un peu ambigu. C'est le moins qu'on puisse dire, il peut ambiguë. Et je rappellerai, je crois que j'en ai déjà parlé, il y a une chose qui m'avait frappé dès son arrivée, dès sa nomination. Il avait dit, il faut être malin. Alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Sans doute sait-il qu'il est sous pression, que l'Église est sous pression, d'où la mise à la porte, parce que c'était la mise à la porte de Benoît XVI. Rappelez-vous mon éditorial dans la politique à l'époque, ils l'ont eu. Quand la Banque d'Italie dit si Benoît XVI ne s'en va pas,
il n'y aura plus de transactions entre la Banque Vaticane et la Banque d'Italie, c'est-à-dire qu'il est verrouillé. Et Benoît XVI est parti à la suite de ça. Arrive François. Il faut être malin. Bon, je me dis, il a compris qu'il y a des forces avec lesquelles il va falloir jouer. Bon, mais jouer jusqu'où? Jusqu'à contredire l'enseignement de l'Église. Ça va loin. Il donne des gages au monde. Voilà, il donne des gages. C'est l'impression qu'il donne, justement. Mais il est perdant dans tout ça. Il désarçonne les catholiques. Oui. Les autres vont vouloir de plus en plus quand on donne ça, mais c'est connu depuis le début du monde. On donne ça, on prend ça, on prend ça, on prend ça, les autres prennent ça, et tout y passe. Peut-être que derrière, dans le... Je serai à sa place, je la bouclerai. Je resterai dans mon Vatican à donner des ordres silencieusement pour la bonne marche de l'Église, pour que les catholiques observent tout de même un peu mieux ce que doit être la religion, ce qui n'est pas toujours le cas, personne n'est parfait, à commencer par moi-même, mais pas cette espèce de politique spectacle. Alors certains disent qu'il, niveau formation dans les séminaires, il sert la... Alors justement, on a l'impression, et encore une image que je donne assez régulièrement, de ce que disait mon père, que quand on voit la démarche des derniers papes, pas pour tous d'ailleurs, je dirais pas ça pour Jean XXIII, qui à mon avis était le pire. Mon père disait, il y a chez eux la page de droite et la page de gauche. Jean XXIII, je dirais qu'il a tout faux. Paul VI a été un des artisans de la destruction, incontestablement, mais à la fin de sa vie, il a compris. Quand il a parlé des fumées de Satan. Qui a fumé de Satan, hein, quand il constatait justement le résultat de sa politique, bon, donc, il a tout de même relevé qu'il s'était fait avoir. Benoît XVI, son pontificat a été certainement le même mauvais des derniers papes modernes, c'est certain. Il a remis pas mal de choses, il a tout de même supprimé cette fausse notion de l'excommunication des évêques des cônes, qui n'a d'ailleurs pas servi à Écône à se protéger, puisqu'Écône maintenant est complètement miné de l'intérieur, avec un ministre des Finances, si on peut dire, qui est juif et sioniste, Maître Crasse. J'en ai parlé dans mon livre « Tradition ou Révolution ». Ceux qui veulent se documenter là-dessus, ils vont en découvrir de belles et de pas mûres. Et c'est pour ça que Benoît XVI a été mis à la porte. Et puis... alors, on l'a attaqué sur tous les points, qu'il était pour l'homosexualité, etc., etc. Rappelez-vous qu'il avait même son secrétaire qui était homosexuel, c'était son petit ami. Mais c'est du n'importe quoi. Où sont les preuves? Non, des accusations. Or, qu'a fait en réalité Benoît XVI? Il a édicté que dans tous les séminaires devaient être observés, détectés ceux qui auraient des tendances homosexuelles avant qu'ils n'arrivent à la prêtrise. Ça, c'est un fait. Juger aux faits et non aux paroles. Exactement, juger d'après les faits, non pas d'après les équilibrations de gens qui se croient eux-mêmes papes, etc., ou évêques, et qui prétendent parler du nom de ce qu'ils ne sont pas. Et donc c'est ça, juger aux faits. Et là, je parle des célébracantistes. Oui. Et pour en venir au pape François, juger à ses actions et non à ses paroles, parce que... Bon, oui, mais ses paroles sont aussi des actions. Oui. C'est ça qui est embarrassant. Le pape a également prononcé cette phrase « Dieu se trouve dans les réfugiés que tout le monde veut chasser ». Ma question, c'est n'y aurait-il pas un soupçon de gnose dans ses propos? Le fait de dire que Dieu il ne faut est dans pas voir non plus chacun, la gnose partout. Son observation n'est pas fausse. Il est évident que dans tout être humain, il y a une parcelle de Dieu. Le problème est de savoir ce qu'il en fait. Et est-ce que ça donne la raison de... Là où il y a gnose, là où il y a par contre gnose, c'est tout ce rapprochement de l'Église catholique avec le judaïsme, avec le protestantisme. C'est la démarche vers le noachisme, la religion universelle. Et la déclaration Nostra Aetate post-conciliaire, c'est ça. On fait ami avec tout le monde, on essaye de trouver le compromis entre telle et telle religion universelle. Ça, c'est le noachisme. Et c'est le noachisme qui est... gnostique. Gnostique, exactement. Alors pour en revenir
nos milieux nationalistes. Julien Rochdy, ancien des FNJ, pense que la France perdra la guerre contre l'islam à cause de la faiblesse des Français face à l'injustice. C'est-à-dire que les Français n'accepteront pas de dommages collatéraux dans ces propos. Alors je dois... répétez-le, parce que je trouve ça plutôt confus, sa déclaration. Alors, en fait, il a dit, je croyais vous avoir envoyé sa vidéo, mais il pense que la France perdra, donc auquel cas il y aurait une guerre civile, il pense que la France perdra à cause de la faiblesse des Français, qu'on est trop tolérant et que face à une guerre, on n'accepterait pas qu'il y ait des... on préfère mourir sur le carreau. Bon, je trouve que c'est bien ce qui me semblait avoir compris de votre première formulation, c'est que je trouve ça particulièrement confus. Il mélange beaucoup de choses. Que les Français ne s'aient pas montré jusqu'à présent un grand esprit de résistance face au complot. Oui, je suis d'accord. Bon, ceci dit, de plus en plus, il y en a qui commencent à se réveiller, et je le vois. J'ai cité tout à l'heure ces correspondances que je reçois, les commandes incessantes d'abonnement à la politique et d'achat des livres que nous publions, il y a un réveil. Alors, moi, je suis toujours contre ceux qui sont défaitistes, parce qu'ils ne font qu'ajouter à une perspective de défaite. Ils y participent. Alors, ce Rochdy, d'ailleurs, je crois qu'il n'est plus au FNJ. Il n'est plus là. Je me demande à quel jouent ces gens-là, ou alors physiquement ils sont malades, ils sont mal au foie, ou je sais pas quoi, ils sont pessimistes par nature, mais ils ne sont pas des chefs. Ils ne sont pas des chefs. Certains nationalistes voient d'un œil favorable l'arrivée d'une guerre civile, et ils arguent que le monde juif souhaite notre dissolution par le métissage, à la manière du Brésil, et que du coup ça précipiterait le conflit et pour du coup éviter ce métissage. Que leur répondez-vous? Bonne question. D'abord, quel nationaliste? Parce qu'il y a dans les milieux nationalistes aujourd'hui un certain nombre de gens qui se prétendent nationalistes et qui ont des comportements, y compris sexuels, absolument inadmissibles. Je ne vais pas dire les choses en clair, parce que c'est trop ignoble. Ceux qui m'entendent, vous voyez très bien ce que je veux dire. On y a fait allusion dans le dernier numéro de la politique. Alors, ce sont des matamores. Guerre civile, c'est bien. Mais ce seront les premiers à afficher le camp comme d'épée. Ils n'ont aucune structure morale, intellectuelle. Ils ne font que de la provocation. Et c'est pour ça que je canonne depuis déjà un certain temps contre un certain nombre de responsables de l'ex-œuvre française devenus Parti nationaliste français qui ne méritent pas son nom. Et je pèse bien mes mots. Et je sais que ceux que je vise vont entendre ce que je viens de dire. Et je les mets au défi de faire le ménage chez eux. Parce que nos mises au point sur eux ne cesseront pas. Eh bien, c'est dit. Henri de Lesquen crie au complot, la cabale des dévots de... Alors, je le cite, pardon, il crie au complot. Il dit « La cabale des dévots de Tartuffe Tuelois est fomentée en sous-main par les nazis néo-païens et anti-chrétiens de TV Liberté. » Il a écrit ça sur Twitter. Pouvez-vous revenir sur cette crise déjà interne à Radio Courtoisie et puis bon, face à... Bon, alors premièrement, je suis surpris de sa présentation parce que c'est pas tout à fait ça. Les premiers noms qui sont apparus de cette levée de bouclier contre les déclarations quelque peu antisémites, mais alors primaires de Lesquen que vous connaissez, on en a parlé dans la politique, je crois qu'on l'a évoqué lors de derniers entretiens, quand il se réjouissait, enfin pas qu'il se réjouissait, qu'il s'étonnait que des rescapés de la Shoah aient pu vivre jusqu'à 90 ans et plus, que Simone Veil était grosse et en bon état à plus de 90 ans, c'était d'une élégance remarquable. Bon, alors évidemment il s'est fait taper dessus. Mais ceux qui ont été les premiers à réagir, c'est pas les gens de la nouvelle droite.
C'était qui? C'était un certain Bernard Anthony, c'était un certain Daniel Amiche, même tendance, c'était Jeanne Schmitt de présent journal catho-sioniste, comme je dis, c'était un certain nombre d'individus comme ça, qui ont réagi sur ces déclarations antisémites de Lescun, mais qui n'avaient pas réagi quand Lescun se réjouissait que la Révolution avait aboli les corporations. Vous voyez, c'est soi-disant contre-révolutionnaire. Ça ne les dérangeait pas. Que Lescun ait pu se frotter les mains, que la Révolution avait fait du bon travail. Mais c'est fabuleux. Donc tout ça, on est dans un marais, avec des gens qui naviguent dans toutes les eaux possibles et imaginables. Apparemment, il n'y a pas eu de suite, parce que je n'ai pas entendu dire que Lescun ait été mis à la porte, puisqu'il a demandé son exclusion. À mon avis, tout ça va se tasser gentiment. Chacun gardera sa bonne petite émission pour continuer à mentir aux Français. Vous savez pourquoi j'appelle Radio Courtoisie l'opium des nationaux. Mais d'ailleurs, en s'appelant nationaliste, une fois de plus, on ne peut pas être nationaliste et républicain. Ben, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est antinomique. Ouais. C'est pas possible. C'est une inculture politique ou une volonté de mensonge. Donc je continue mes questions à nouveau. Donc là sur la France, pour venger l'attentat du 14 juillet, François Hollande souhaite intensifier les frappes sur l'État islamique en Syrie. Pourquoi l'ingérence de la France n'est-elle pas remise en cause? Exactement. Exactement, mais là encore je répéterai la même chose. S'il veut réellement répondre aux attentats pour éviter qu'il y en ait d'autres, la première chose à faire, c'est de couper l'arrivée de ces immigrés, migrants, appelons ça comme on voudra, pour la plupart musulmans. C'est un vivier, ça. Donc il dit, je vais faire la guerre. Hein, Hollande? Chef de guerre. Mais il va faire que braquer un peu plus un islam extrémiste, c'est évident. Et alors, il ne faut tout de même pas se moquer du monde, mais l'aviation française sert à quoi? Comme l'aviation américaine. Ils bombardent qui en Syrie et en Irak? Les civils, essentiellement. Ils bombardent les civils ou les troupes de Bachar el-Assad. Hein? Parce que tout de même, avant que la Russie n'intervienne et fasse le travail réellement, eh bien l'État islamiste s'étendait. J'ai cité il y a quelques mois auparavant, 6 mois, même pas, peut-être moins que ça, un article de Wall Street Journal, le journal capitaliste par excellence, Wall Street Journal, avec une carte qui montrait l'expansion de l'État islamiste, malgré les frappes américaines et françaises. Alors, ça faisait l'effet inverse. Alors, faut pas se moquer du monde quand même. D'ailleurs, le cimentier Lafarge paye une taxe à Daesh pour continuer son exploitation du sol. Quelle devrait être la position de l'État face à cette entreprise? Alors, votre question amène 2 types de réponses. Premièrement, est-ce vrai? Premièrement, d'après ce que j'en sais, il y a eu un démenti de Lafarge. On peut toujours faire des démentis, c'est pas une preuve absolue. Mais il y a tout de même eu une enquête parlementaire, toute récente, je crois que ça date de juin, qui a exonéré Lafarge de cette accusation. Or, qui avait lancé cette accusation? Le journal Le Monde. Qui tient le journal Le Monde? Pierre Berger. Oui, exact. Qui est Pierre Berger? Juif. De quel... Homosexuel. Oui, homosexuel, et puis quelques petites ascendances que vous imaginez. Donc vous voyez, oui. Dès qu'on gratte un tout petit peu, c'est tout de même incroyable. Qu'on ne vienne pas me dire que je suis obsédé, j'incroyable beaucoup, je donne des faits. Point à la ligne, alors ils plaisent ou ils plaisent pas. C'est comme ça. Tout en gardant mes principes républicains, je m'interroge sur l'usage vis-à-vis de l'islam d'un concordat tel que celui qui est en vigueur en Alsace-Moselle. Donc, vous l'aurez compris, c'était Bernard Cazeneuve qui souhaite un concordat avec l'islam. Voyons. Quel est votre avis sur les propos tenus par le ministre de l'Intérieur? Cazeneuve, il faut savoir qui c'est, ce brave Cazeneuve. Celui qui disait que
rappeler constamment les origines chrétiennes de la France, avait rendu la France nauséeuse, un truc comme ça, je l'ai cité d'ailleurs dans mon communiqué. Donc c'est le bon petit franc-maçon du Grand Orient qui a la haine, comme on dit, qui a la haine de la religion catholique et des racines chrétiennes de la France. C'est absolument évident. Alors quand il fait cette déclaration, c'est pourquoi? C'est pour mettre sur le même plan la religion catholique et la religion musulmane. Bon. Je regrette beaucoup, la religion catholique est la religion tutélaire de la France qui a fondé la France. La religion musulmane a été importée. Pas question de les mettre sur le même plan. Point. Importée récemment en plus. Point. Et très récemment, par qui? Mais par les gens, Georges Casdan et compagnie, et leurs antécédents. Dernièrement, un militaire s'est suicidé dans les sous-sols des Galeries Lafayette à Paris. Y a-t-il un malaise au sein de l'armée française? Ça, c'est évident. Ça, c'est évident, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Les lettres que je reçois, à la fois de policiers et de militaires qui n'en peuvent plus et qui cherchent des explications à ce qu'ils ressentent sur le terrain. J'ai reçu une lettre extraordinaire d'un jeune officier. Évidemment, je ne donnerai pas son nom, mais on va en publier certains extraits dans le prochain numéro de La Politique. Il y a incontestablement une prise de conscience. Alors, le suicide n'est pas une réponse. Hein, et je rappellerai le suicide, enfin deux suicides assez représentatifs et typiques. Dominique celui, oui. Mais un que vous oubliez, bien antérieur, celui de Drieux-La Rochelle. Okay. Drieux-La Rochelle, qui était un écrivain fascisant de l'entre-deux-guerres, et qui, voyant comment les choses tournaient, s'est suicidé. Je regrette beaucoup, le suicide est une désertion. Si on considère que l'opération est... Enfin, pas l'opération, que la situation est désespérée, ben, si on veut mourir, ben, on meurt en combattant encore, en tuant d'autres adversaires. C'est aussi une façon de disparaître, mais au moins elle est honorable. Oui. Et alors que le suicide, je regrette beaucoup, est un péché mortel, au point de vue catholique. Quant à Vénère, alors là, on ne peut pas lui faire le reproche qu'étant catholique, il n'aurait pas dû faire ça. Il n'était pas catholique, il est absolument anti-catholique, fanatique. Mais là encore, on nous l'a présenté en tous les milieux de la nouvelle droite en France, Synthèse nationale et compagnie, même parfois dans Rivarol et autres. Quel héros, il s'est suicidé. Mais il s'est suicidé où? Cathédrale Notre-Dame. Sur le maître-autel de la cathédrale. Donc il a fait quoi? Un outrage, un blasphème, etc. Et à quoi ça a servi? À rien. Non. Il serait allé se faire sauter avec un Valls ou un Hollande, etc. Il aurait fait œuvre utile. Non, ce sont des déserteurs. Alors, pour Vénère, il faut savoir tout de même que sa désertion par son suicide était due à ce qu'il savait qu'il était atteint d'un cancer. Alors, il ne faut pas transformer une fuite devant une dure réalité, et ça je le plains. En un acte héroïque, oui. En un acte héroïque, c'est pas un exemple, c'est un contre-exemple. Êtes-vous favorable au port d'armes citoyens à l'image de la Suisse, par exemple? Eh bien, figurez-vous que j'y ai souvent pensé à cette histoire-là, et pas que la Suisse, d'ailleurs, les États-Unis, la même chose. Mais c'est-à-dire que la Suisse, c'est encore pire parce que ils sont obligés d'avoir une arme chez eux en cas d'appel. Tout à fait. Je ne dirais pas que c'est pire, mais c'est plus précis. Oui, c'est plus précis, c'est plus légal. En but de défense potentielle. En vue de défense potentielle. Alors, normalement, je devrais dire oui. Mais compte tenu de ce qu'est la population française aujourd'hui, ça pourrait être épouvantable. Explosif, oui. Par contre, ceux qui veulent se défendre peuvent parfaitement être armés, il leur suffit de s'inscrire dans un club de tir. Et c'est ce que je recommande à tous nos amis et autres. S'ils veulent être en mesure de se défendre un jour, et pas simplement contre l'islam, ça pourrait bien être contre les gens qui nous gouvernent.
Type révolution dite française, rebelote. Il faut être en mesure de ne pas se laisser égorger et abattre sans réagir. Il faudrait une contre-révolution française. Il faut une contre-révolution française, et pour ça, il faut être armé. Et c'est un sujet dont je traite dans le livre qui paraîtra fin de l'été, mon livre sur l'armée française face à la destruction de la nation. Et j'en parle lourdement. Très bien. Nous sommes on est arrivé à la fin non, impatient de découvrir cet ouvrage. Non, encore quelques petites questions. Que pensez-vous de Tariq Ramadan, récemment refoulé par la Mauritanie et dont le grand-père fut l'un des fondateurs des Frères musulmans? Je ferai la même réponse que lorsque vous m'avez posé la question sur les Frères musulmans. Il représente une des branches, incontestable. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes chez lui. Il y a des critiques qu'il fait qu'on peut faire nous aussi, vis-à-vis de l'Occident, c'est évident. Mais le problème, c'est qu'il y a une volonté de suprématie chez eux qu'on ne peut pas accepter. Oui. Ou alors on l'accepte chez eux. Mais lui, il a une volonté de réformer l'islam, un islam mondialiste un peu. Oui, c'est curieux. C'est là encore nébuleuse. Oui. Nébuleuse. En avril dernier, les documents internes à la Grande Loge de France auraient été piratés. Avez-vous eu connaissance de cette affaire? Alors, j'en ai eu connaissance, mais alors là, le plus beau de l'histoire, si on peut parler de plus beau, c'est que... une bonne dizaine, sinon plus, de correspondants qui nous ont envoyé les liens. Impossible de les ouvrir. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Si vous avez la possibilité, ou si vous l'avez pu le faire, peut-être que je suis arrivé trop tard. Non, mais écoutez, moi j'ai essayé de que ça a été censuré. À mon avis, c'est ça. Alors, qui avait-il dedans ? Qui étaient les pirates Qui étaient les pirates, dans quel but, etc. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu ouvrir? Et je vous dis, sur tous les messages qu'on a reçus avec les liens, on n'a pas été capable d'ouvrir un seul lien. On tournait en rond, mais on n'avait pas de nom affiché, il n'y avait pas de texte, très curieux. Souhaitez-vous revenir sur le Brexit? Certainement. Certainement, parce que c'est pas parce qu'on dit les choses une fois que c'est rentré dans le crâne des gens. Il faut répéter, répéter, répéter. Alors le Brexit, là encore aussi, jolie opération d'intox. Parce que donc on nous a dit que Joe Cox, qui était ce député travailliste, était pour ne pas sortir de l'Europe, donc anti-Brexit. Et on faisait la comparaison avec l'ancienne... ministre des Affaires étrangères suédoise, Anna Lindh. Alors, examinons les choses de plus près. Joe Cox, d'abord, certes, elle était anti-Brexit, c'est certain. Mais, petit détail qui fait toute la différence, elle était pro-palestinienne. Ah, comme c'est curieux. Et alors, la comparaison avec Anna Lindh, aussi très curieux, on nous l'a présentée comme aussi pro-européenne. Mais elle aussi était pro-palestinienne. Et non seulement elle était pro-palestinienne, mais en tant que ministre des Affaires étrangères à l'époque, elle était pour des sanctions contre Israël. Curieux. Voilà deux éléments qui disparaissent comme ça. Et là encore, au bénéfice de qui? Donc, on fait d'une pierre deux coups. Et comme je l'ai dit dernièrement, et je l'ai écrit dans la politique, d'une pierre trois coups. Pourquoi? Parce que l'assassin de Joe Cox, on nous l'a présenté comme un nazi américain. Ah, très intéressant. Ah, cette affreuse extrême droite. Oui, mais ce nazi américain, il était pro-israélien, enfin, son groupement était pro-israélien. Alors, manipulation, manipulation, manipulation. Voilà. Voilà la bulle. Petite épingle dedans. Et alors, vous ne pensez pas que le Brexit a été une chose voulue par la City pour justement quitter le navire avant que... Alors, c'est possible. C'est possible. Je trouve que votre observation est tout à fait judicieuse. Ça semble tout à fait être le cas. Et la City pourrait très bien, un jour, prendre le pas sur Wall Street. Oui, à ce point-là. À ce point-là. Parce qu'avec la politique de dédollarisation
menée par Poutine, Wall Street n'a pense pas de déjà- beaux jours devant elle. Donc vraiment bravo, vous dire. C'est une excellente Non, c'est- observation. Hillary Clinton a critiqué l'influence russe de Donald Trump. Pour ce dernier, l'OTAN est obsolète. Votre avis sur Trump a-t-il changé? Le fait qu'il critique l'OTAN. Non, pas fondamentalement. Pas fondamentalement, parce que je répète toujours ce qui m'a attiré l'attention sur le personnage. D'abord, c'est un être excessif, caricatural. Il ne fait pas équilibré. Et puis, tout de même, il ne faut pas oublier qu'il était allé se soumettre devant les grandes instances juives des États-Unis, Brit, AIPAC et compagnie. Ah, on a entendu dire l'inverse. Oui, on a entendu dire l'inverse. Oui. Oui, enfin, c'est tout de même curieux. Bon. De toute façon, dans ces histoires-là, wait and see. On attend et on voit venir. Hein. Et rappelez-vous ce que je disais à l'époque, quand vous m'aviez déjà posé la question sur le personnage, je vous avais répondu, la seule chose qui m'intéresse dans sa démarche, c'est la réaction de ceux qui le suivent. Pourquoi? Parce que ça démontre le ras-le-bol de l'establishment américain et de tout ce qu'il y a derrière, y compris toutes ces organisations juives, justement. Alors, si j'étais américain, vous pourriez me dire, qu'est-ce que vous feriez entre Clinton et Trump? Deux choix, ou je ne vote pas, ou bien je vote pour celui qui pourrait être le moins mauvais. En tout cas, de toute façon, Clinton, c'est exclu. Oui, c'est vraiment Exclu, c'est Israël à puissance 1000. D'abord, elle est juive, pour commencer. Ah Faut oui, savoir. Ah, j'ignorais. Elle est juive, pas son mari, mais elle l'est. Et donc on verra. On verra Trump, s'il est élu président des États-Unis, on le verra alors. Ça risque pas d'être pire qu'avec Clinton, ça c'est certain. Et ce qui est curieux avec Trump, c'est qu'on entend dire qu'il est indépendant des mondialistes parce qu'il a une énorme fortune. Mais Alors rappelez-vous ce que j'avais dit justement quand vous m'aviez posé la question, je pense que c'était lors du dernier entretien, non l'avant-dernier entretien à Paris. J'avais dit une chose qui m'étonne, la première chose qui m'a surpris quand j'ai vu les réactions fanatiques contre lui, c'est que, étant donné qu'il peut faire sa campagne du fait de son poids financier, comment se fait-il qu'apparemment ces entreprises ou son entreprise n'en souffrent pas? justement. Et je faisais le rappel de ce qui était arrivé à Henry Ford Ier quand il avait relancé, pour mettre en garde les États-Unis, l'affaire des protocoles des sages de Sion sous le nom de International Jew, le juif international. Eh bien, les milieux juifs l'avaient cisaillé dans ses entreprises. Son entreprise automobile, son entreprise de presse, etc. Oui. Il avait été obligé de se soumettre. Comme ils savent Et faire. dans la mesure où je ne constate pas qu'il arrive la même chose à Trump, je me dis méfiance. Et surtout qu'un internaute nous a communiqué un lien qui se reporte à qui contrôle Donald Trump en anglais. Et on a notamment Michael Aboud, qui est son directeur de communication. Qui contrôle qui, vous avez dit? Le titre c'était Who Controls Donald Trump? Qui Ah oui, contrôle oui, Donald oui, Trump? oui, oui. Et on avait toute une liste, mais il y avait plus d'une vingtaine de personnes et c'était quasiment que des juifs. Séfarades, Paul H. Leitner, qui est le plus gros prêteur de sa banque, c'est son banquier. Sheldon Adelson. Ça, il faudrait nous envoyer ça, Diane. Michael Cohen, Gilles Deser, qui est le président de la Trump Desert Development, donc c'est sa société immobilière. Bon, voilà, même ceux qui font sa campagne finalement. N'oubliez pas quand vous rentrez Ouais, je vous de transmets nous tout envoyer ça. Et là c'était un lien d'un internaute. Ouais, très bien. On remercie. 3 soldats tués en Libye. Donc voilà, pour finir sur Trump, donc méfiance. Donc 3 soldats tués en Libye, la France reconnaît y mener des opérations. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas souhaité divulguer cette information? Parce que le gouvernement français s'est fait prendre la main dans le sac, tout simplement. Ça montre que justement, comme en Syrie, comme en Irak, l'armée française est utilisée au bénéfice des terroristes contre le gouvernement officiel du Liban, de Libye. Tout simplement. Elle a pris la main dans le sac. Pas compliqué. Mais rappelez-vous, Donc, cette affaire
rappelle ce qui s'était passé du temps de Sarkozy. Quand il y avait eu, on avait dit, 8 militaires français des forces spéciales françaises, d'autres avaient dit près d'une vingtaine, etc., qui a été fait prisonniers par l'armée syrienne de Bachar el-Assad, parce qu'ils étaient à côté des insurgés. Donc la France, comme les États-Unis, travaille pour le terrorisme de Daesh et compagnie. Et qui est derrière? Quel est le patron de Daesh? Sinon un certain al-Baghdadi, alias Samuel Elliott, comme l'a révélé Snowden dernièrement. Et ce Samuel Elliott était quoi? Ben, un ancien agent du Mossad. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Toujours les mêmes instances, ouais, donc pris la main dans le sac. Quelle leçon tirer du coup d'État en Turquie? A-t-il volontairement échoué pour permettre à Erdogan de procéder à une purge? Ou parce que le président turc accuse la CIA et le FBI? Alors, première hypothèse, certainement pas. Certainement pas. Je pense que ce coup d'État a été effectivement préparé, organisé avec l'aide des États-Unis, pour une raison très simple. Mais alors là, raison très simple, oui, mais pourquoi là encore? C'est que Erdogan semblait avoir changé son fusil d'épaule depuis quelques mois, et s'était rapproché de la Russie. Et là, c'est un phénomène curieux, je n'ai pas d'explication particulière. Peut-être que Poutine, avec sa méthode subtile, avait réussi à étrangler l'économie turque, qui tout de même dépendait pas mal de la Russie, y compris au point de vue hydrocarbures, même s'il y avait le pétrole de Daesh que la Turquie utilisait et détournait. Il s'est passé quelque chose en Turquie, avant ce coup d'État, qui explique ce coup d'État. Et la dénonciation, mais noir sur blanc, carré, définitive de Erdogan et de ses différents intervenants autour de lui, disant ce sont les États-Unis, c'est la CIA et compagnie qui ont fait le coup. Alors on sait très bien, son opposant qui aurait dû prendre sa place, un certain Gülen, où est-il? Il est aux États-Unis, réfugié. Donc, tout ça c'est curieux. Et alors là encore, je ne peux qu'admirer la subtilité de Poutine. Quand on voit qu'il s'est fait démolir un avion avec les 2 pilotes qui étaient à bord il y a pratiquement 1 an maintenant. Qu'aurait fait un Bonaparte, qu'aurait fait un Hitler? Il serait rentré dans l'art de la Turquie. Poutine est resté impassible. Il a dénoncé la chose, et visiblement il a travaillé en sous-main de façon à étrangler la Turquie. D'où le revirement de la Turquie. Alors, ce revirement de la Turquie, avec le coup d'État et les dénonciations de Erdogan et de ses organes de presse contre les États-Unis, mais ça va très loin cette histoire-là. Parce qu'il ne faut pas oublier tout de même que la Turquie est un membre très important de l'OTAN. Donc vous voyez le jeu de boules extraordinaire qu'aura réussi Poutine. Il manie ça d'une main de maître. Joueur d'échecs. Un joueur d'échecs, voilà. Que vous inspire José Manuel Barroso, ex-président de la Commission européenne, également employé par la banque Goldman Sachs? C'est l'officialisation de ce qu'est l'Europe communautaire. La Banque Centrale Européenne, c'est quoi? C'est ça. C'est Goldman Sachs, voyons. Alors, les bonnes âmes s'indignent de ça, les bons Européens s'indignent. Mais c'est une bande d'hypocrites. Mais c'est archi connu. C'est Goldman Sachs qui dirige les finances européennes. Rappelez-vous qu'il était le prédécesseur en Italie de Matteo Renzi. Comment il s'appelait? Il était de la banque Goldman Sachs. Le président de la Banque Centrale Européenne, Draghi, est un ancien de la Goldman Sachs, etc., etc. Donc, je vous dis, Barroso, nommé officiellement, je ne dirais pas à la tête, mais comme participant à... C'est l'officialisation de ce qu'est l'Europe communautaire. Très bien, maintenant les gens ne peuvent pas plus dire on ne savait pas. Il y en a toujours qui trouvent le moyen. Ah, vous croyez?
Qui est Theresa May, nouveau Premier ministre britannique? Je n'en sais rien. C'est une personne particulièrement ambiguë. Je n'ai pas d'opinion particulière. Elle vient de la banque. Mais là aussi, elle vient de la banque. Elle est là, à mon avis, pour tirer le maximum de l'Europe. Et ça rejoint ce que vous disiez très justement tout à l'heure sur le bénéfice que pourrait en tirer la Banque d'Angleterre. Cette sortie de l'Europe va être, à mon avis, une fausse sortie. Ils vont en tirer le maximum. Ça aura été, encore une fois, comme pour Trump, ça aura été intéressant comme réaction de la part des Anglais, mais de la part de ceux qui en bénéficient, ce ne sont pas nécessairement de nos amis. Et tout de suite, on nous a crié à la chute de la bourse, ça a été de court terme. D'abord, ça a été très passager, ça a été fabriqué, d'une part, et en plus de ça, la chute de la livre sterling, on l'a dit dans la politique, ça ne pouvait servir que les entreprises anglaises, ça facilitait le commerce. Tout à fait. Les sportifs russes sont accusés de dopage par le laboratoire McLaren. La Russie sera certainement suspendue des JO. S'agit-il d'un coup supplémentaire contre Poutine? Ça me semble évident. Il cherche à l'irriter par toute une série de coups d'épingle pour le faire sortir de ses gonds et faire justement ce qu'il ne devrait pas faire. Ils veulent la guerre mondiale. Ils veulent la guerre mondiale. Bon, alors, cette histoire de dopage, qu'on ne fasse pas rire quand même, parce que tout le monde se dope. Tout le monde se dope, à commencer par le Tour de France. Hein. Et je rappellerai un certain Lance Armstrong. Alors maintenant, c'est Froome qui gagne tout. Eh bien, c'est incroyable, il est devant tout le monde, tout le temps. Je ne sais pas, la 3e ou 4e fois. Il n'est pas un peu dopé? Non, peut-être que ça sortira dans quelques années. Non, ils sont tous, nous sommes devant une hypocrisie anglo-saxonne, sans parler israélienne, mais enfin là, dans le cas, c'est pas le cas, c'est anglo-saxonne, mais faramineuse. En plus de ça, ça fera des concurrents de moins pour les athlètes américains. Ils avaient peut-être un petit peu peur des Russes et de leur entraînement. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors, laboratoire McLaren, comme vous le signalez, tiens, comme c'est curieux. Il sort d'où celui-là? Américain. Et rappelez-vous, toute la campagne contre, comment il s'appelle, l'ancien président du football européen, là, Blücher, je ne m'en rappelle plus, Suisse, qui entretenait d'ailleurs de très bons contacts avec Poutine. Hein, ils ont réussi à l'écarter. C'est venu des États-Unis, cette histoire-là. Comme c'est curieux. Se disant qu'il aurait reçu des pots de vin. Ah oui, d'accord. Bon, peut-être. Parce que les autres sont blancs comme neige, bien sûr. Oui, sont blancs comme neige, oui. Hein, comme la dope. Hein, comme la dope, c'est de la neige aussi. Quand on sait ce qu'ils font comme trafic de drogue entre l'Afghanistan, le Kosovo, pour inonder les pays européens. Oui, c'est un commerce très focus. J'en parle dans mon livre, le complot mondialiste. Hein. Il y a la trilogie, Afghanistan, Barzaï, les services américains et le Kosovo. Le Kosovo qui a été fabriqué de toutes pièces par les Américains et qui sert de relais mafieux au sein de l'Europe islamique. Je crois que j'ai une future question sur le Kosovo. Ah non. Mais d'ailleurs, pour une autre trilogie qui rapporte un commerce fructueux, il y a l'armement en premier, en second, les drogues, justement, et en troisième, le trafic humain, je crois. Tout à fait, trafic d'organes. Le nombre de Serbes qui ont été enlevés. Et même le commerce d'humains, voilà, tout à fait. Migrants, le nombre d'adultes et d'enfants serbes enlevés pour trafic d'organes à des opérations qui se font en Israël. Ah tiens, c'est curieux. Oui, ça vous récupérez de l'argent. On est en plein mensonge perpétuel et en pleine barbarie. Pleine barbarie. Alors la Lituanie veut annexer la région de Kaliningrad, qui est une région russe. Quelles en seraient les conséquences géopolitiques? C'est magnifique. Ils veulent refaire le coup du couloir de Danzig, qui a été un des
une des amorces de la Deuxième Guerre mondiale. Le corridor de Danzig, c'était quoi? C'était l'Allemagne qui voulait récupérer dans le territoire de Danzig une population allemande, qui avait été, si mes souvenirs c'est exact, c'est à cause de la défaite allemande en 14-18, qui avait eu partition au bénéfice de la Pologne, etc. Enfin, un micmac invraisemblable, on dirait qu'ils avaient tout fait pour pousser à terme l'Allemagne à réagir et à provoquer une deuxième guerre inter-européenne. Donc, l'histoire de Kaliningrad que vous soulignez, très justement, mais c'est vraiment du copier-coller de l'affaire de Danzig. Provoquer Poutine pour qu'il dise « Ah non, non, Kaliningrad c'est à nous, pas question, on se rentre dedans, Troisième Guerre mondiale ». Oui, il cherche Il cherche. Comment interprétez-vous la situation actuelle des États-Unis et notamment les tensions raciales qui la touchent actuellement? Alors, incontestablement, il y a des gens qui mettent de l'huile sur le feu. Je sais qu'on a évoqué Soros dans cette affaire-là. Black Lives Matter? Oui, je sais qu'on accuse Soros dans l'affaire, c'est très possible. Parce qu'il joue sur toutes les déstabilisations, parce qu'à chaque fois qu'il y a une déstabilisation, il joue en bourse. C'est l'histoire des Rothschild, au moment de l'affaire de Waterloo, que j'ai déjà rappelé à plusieurs reprises. Les Rothschild, qui grâce à leurs correspondants apprennent plus rapidement que les autres que Napoléon a été battu à Waterloo. Et ils font courir en bourse de Londres, de la City, que Napoléon avait gagné. Effondrement de la bourse de Londres, ils avaient vendu leurs actions bien avant, qui étaient à un cours normal, pas plutôt effondré, ils rachètent tout. C'est de la spéculation? C'est de la spéculation. Et Soros, c'est la continuation. Donc, toutes les déstabilisations qu'il fait à travers le monde, c'est ça. Il sait, puisque c'est lui qui tire les ficelles, financières en tout cas, qu'à tel moment, il va y avoir un effondrement du pays dont ces hommes ont réussi à rendre en pagaille, à déstabiliser. l'histoire de l'Ukraine et compagnie. Et il joue en bourse. Et il rafle la mise. Donc l'histoire des États-Unis, là encore, c'est une déstabilisation qui est en cours. L'histoire de ces snipers noirs qui ont descendu 3 ou 4 policiers américains, ça me lance perplexe. Qui a tiré réellement? C'est bizarre, ça. Je sais pas, il y a quelque chose dedans. Alors, il y a autre chose aussi à signaler. Ce sont les tendances séparatistes de certains États américains, notamment du Texas, par rapport à l'Union Jack. Et là, ça pourrait être encore plus dangereux. Parce que si les États-Unis se mettent à être morcelés, ça va être intéressant. Continuons sur des questions un peu plus historiques. Pouvez-vous revenir sur l'affaire Gladio? Sur quoi? L'affaire Gladio, qui peut rappeler... Oh, l'affaire Gladio, mais je dirais qu'on est en plein dedans. Alors, l'affaire Gladio, alors, ceux qui veulent se documenter plus avant, c'est dans mon livre Le complot mondialiste. L'affaire Gladio, c'est une chose très curieuse, très intéressante, ignoble, venue des milieux de l'OTAN. Une entreprise de l'OTAN, en pleine guerre froide, et là, on voit la correspondance entre cette époque et notre époque. Qui fallait-il diaboliser à l'époque? L'Union soviétique, le communisme, l'ours, avec ses grandes mâchoires. Et donc, il y a eu des officines qui ont été chargées de promouvoir des attentats pour donner l'impression que c'était des milieux soviétiques qui les faisaient. Effectivement, ça a marché pendant tout un temps, jusqu'au jour où les Italiens, parce que les Italiens ont été parmi les principales victimes de ce genre de jeu, parce que c'était un gouvernement conservateur à l'époque, démocrate chrétien,
et qui commençait à avoir des difficultés à se maintenir au pouvoir. Et Gladio a aidé ce gouvernement conservateur démocrate chrétien à se maintenir au pouvoir avec ce genre d'attentats. Rappelez-vous tous les attentats qu'il y a eu, l'attentat à la gare de Rome, etc. Ça a été très sanglant. Jusqu'au jour où le pouvoir italien, enfin un pouvoir relativement indépendant italien, notamment le président de la République, Francesco Cossiga, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, tout ça c'est dans mon livre Le complot mondialiste, on demandait une enquête parlementaire. Et ils ont découvert, le Porto Rose, que c'était des attentats fabriqués par l'OTAN. Justement pour pouvoir rassembler les milieux dits de droite, en utilisant parfois, et vous allez voir à quel point ça rejoint une des questions que vous avez posées tout à l'heure, donc notre situation d'aujourd'hui, utilisant des éléments d'extrême droite pour ces coups. Et je cite une des déclarations de Francesco Cossiga, président de la République italienne, c'était dans le Corriere della Sera, la date je ne me rappelle plus, mais vous trouverez ça, disant, accusant nommément l'OTAN d'avoir fabriqué ces attentats. Donc vous voyez la correspondance avec notre époque. Oui, c'était l'extrême droite hier et aujourd'hui c'est les musulmans. Voilà. Non, enfin, c'était via l'extrême droite utilisée comme vecteur, mais non, la correspondance se fait entre l'Union soviétique et les musulmans. Le danger qu'ils voulaient dénoncer, c'était l'Union soviétique, qui allait envahir l'Europe, etc. Et aujourd'hui, les musulmans qui veulent envahir l'Europe aussi. Mais le problème, c'est que si les musulmans envahissent l'Europe, c'est parce que nos gouvernements, téléguidés par Washington, la font envahir. Donc, vous voyez, on est en mensonge perpétuel, mais des mensonges à étages différents. C'est passionnant à étudier. C'est un millefeuille, oui. Et du coup, la leçon à retenir, c'est surtout l'attentat sous faux drapeau dans ces deux affaires. False flag. Ce sont des Américains, c'est Paul Watson, je crois, qui a sorti l'expression, le premier. Opération sous false flag, c'est-à-dire sous fausse bannière. Et ça rejoint cette citation que je donne de ce service de renseignement de l'armée américaine, le Mossad à la faisabilité, attribuant au Mossad des attentats sous fausse bannière, bien entendu, pour faire croire que c'était des milieux palestiniens. Et c'est répétitif, et ça marche. Mais ça commence à marcher de moins en moins, parce que quand je vois les réactions sur les réseaux sociaux, le nombre de gens qui remettent en question toute cette affaire-là à partir du 11 septembre, ça change. C'est de la nouvelle opinion. D'où votre réflexion tout à l'heure, comment se fait-il que Valls soit fait huer par les... quand il est apparu je ne sais plus où, le réflexe Charlie Hebdo ne fonctionne plus. Mais oui, parce que les gens commencent à se rendre compte qu'on leur ment. Il serait temps qu'ils aillent encore plus loin. Que pensez-vous de la période al-Andalus qu'a connue la péninsule ibérique au Moyen-Âge? Est-ce qu'elle n'est pas un mythe accréditant le vivre ensemble? Donc, cette période de bonne entente religieuse oui, c'est intéressant comme question. Existait. Je ne dirais pas que c'est le vivre ensemble, on est bien obligé de vivre ensemble. C'est-à-dire que l'Espagne catholique à l'époque n'était pas assez forte pour reconquérir l'Espagne. Les autres se sont installés, ont créé cette espèce de protectorat musulman dans le sud de l'Espagne. Ça a été une cohabitation bon gré mal gré. C'est tout. Est-ce qu'il y avait bon gré mal gré. Est-ce qu'il y avait réellement une dimitude comme on entend parler actuellement? Je regrette beaucoup, mais enfin, quand on lit le livre que j'ai déjà cité à plusieurs reprises de Jean Lombard, sur les causes de l'invasion musulmane en Espagne, ce sont les milieux juifs qui l'ont financé. Curieux. Oui. Chaque fois qu'il y a un coup contre la chrétienté, depuis l'émergence du christianisme jusqu'à aujourd'hui, on trouve une influence juive talmudique, financière, militaire, tout ce qu'on voudra, par personne interposée. Chaque fois. Oui.
Et je rappellerai le titre du livre de Anna Zacharias, que je cite aussi très souvent, son livre, le titre du livre, c'est « Islam, création juive ». Ça mérite d'être clair. Et pour revenir sur la période à l'Andalous, les intellectuels juifs la voient souvent comme une période bénie, un paradis, un peu de leur époque. Le sud de l'Espagne n'est pas désagréable, c'est évident. Mais encore plus c'est quand évident. Sous leur contrôle, mais évidemment. 3 août 1914, oui, puisque nous sommes le 3 août, Berlin déclare la guerre à la France. À cette occasion, pouvez-vous revenir sur les causes de la Première Guerre mondiale? Cause officielle ou cause cachée? Oh bah, cachée, hein, vous savez bien. Cachée, cachère. Bonne question, encore une fois. Eh bien, là encore, ça a été... Ça a été une tromperie des populations. Alors, il y a eu plusieurs éléments qui ont participé à ça. Il y a eu l'anti-germanisme forcené de Charles Maurras, qui a imprégné incontestablement les milieux de droite français et l'armée française, qui, évidemment, voulait récupérer l'Alsace-Lorraine. Bon, ça c'est très fait. On peut le comprendre, mais là où c'est tout de même, et ça a été dommageable, c'est qu'ils n'ont pas perçu au bénéfice de qui ça allait se tourner. Et je vais rappeler ces 2 textes que j'ai cités dans la maçonnerie. Il y a quasiment tout dedans. L'un c'était Jean Lebé, en tout cas Lebé, j'en suis sûr, le prénom, j'en suis pas absolument sûr, mais je vais peut-être le retrouver tout de suite d'ailleurs. J'aime bien être précis quand je dis quelque chose. Le plus simple pour les internautes serait d'acheter la maçonnerie. André Lebé, franc-maçon, qui était l'une des autorités maçonniques françaises à l'époque, qui avait fait cette déclaration au sujet de la guerre de 14. La lutte actuelle est la continuation de celle qui s'est ouverte en 1789. C'est assez clair. C'est assez clair, je donne les références. Et l'autre déclaration faite à la conférence maçonnique de Lisbonne du 13 mai 1917, pleine guerre de 14-18, du grand maître du Grand Orient du Portugal, Magalhães de Lima, disant « La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques ». Ça répond à votre question, chère Diane? Oui, c'est clair. C'est une boucherie. Voilà. Aussi pour... Est-ce que ces genres de citations, est-ce que vous les trouvez dans les organes de notre droite? Non. À quoi servent-ils? C'est vrai qu'ils ont... À quoi servent-ils? Ils ont une certaine réticence à dénoncer la maçonnerie, ça c'est... Ou s'ils la dénoncent, de façon imbécile, en tapant dessus, mais sans donner des références. Je regrette beaucoup, si on ne coince pas l'ennemi avec ses propres textes, c'est du vent. Oui, donc parce que nous, on nous apprend... Donc pour continuer sur comment est-ce qu'ils ont monté ça en épingle, parce qu'il y avait cet anti... on était contre les Allemands via Maurras. Et ensuite, comment ont-ils... Donc dans cette affaire, dans cette guerre fratricide de 14-18, on a voulu affaiblir les principales nations européennes en les lançant les unes contre les autres. C'est absolument évident. La suite allait se poursuivre avec la Deuxième Guerre mondiale pour la même raison. Et tout ça, c'était déjà la démarche du complot mondialiste. Puis la décolonisation, puis l'immigration-invasion, etc., etc., etc. Puis le terrorisme en France. Tout ça, ça participe du même plan. Si on ne veut pas le comprendre, bien, ne venez pas vous plaindre, vous n'aurez pas le temps, quand vous serez égorgé. Et égorgé
par des gens qui apparaîtront comme des islamistes, et vous ne saurez même pas qui aura tiré les ficelles. Qu'est-ce que le sens de l'histoire ou l'historicisme? Une arnaque. Une arnaque intellectuelle, absolument. C'est pour donner l'impression au peuple que c'est fatal, qu'il faut se soumettre. Il n'y a pas de sens de l'histoire, il y a une logique de l'histoire, et surtout une logique des principes. Quand, pour une raison X ou Y, par la victoire d'un clan, des principes sont imposés à la société, ils vont dérouler des conséquences. Bonne ou mauvaise selon les principes. C'est la logique de l'histoire. Ce n'est pas le sens de l'histoire. Par cette logique de l'histoire peut s'inverser le jour où il y a une contre-révolution qui inverse ces principes. C'est pour ça que l'histoire est en dents de scie. Et contrairement à ce que disent certains, oui, mais c'est l'histoire en dents de scie. Mais elle est en dents de scie pour une raison précise. C'est qu'à un moment donné, ce sont certains qui gagnent, à d'autres, ce sont d'autres qui réagissent et qui gagnent. C'est tout. Alors que donc le sens de l'histoire fait dire, bon, bah, c'est les mœurs, c'est comme ça. Ah oui, les mœurs, l'évolution. Mais qui a poussé à l'évolution des mœurs? Rappelez-vous mon livre « Évolution de la société » ou « Complot contre la société » où je donne toute la liste, quasiment année par année, de toutes les décisions prises par les différents gouvernements français pour détruire pan par pan l'héritage chrétien de la France, par des lois permissives, etc. Il y avait interdiction de sauna gay, etc. On ouvre les sauna gays, mais 36 000 choses. Tout ça, ça a été bien répertorié dans ce livre. Mais donc, on pourrait voir une certaine fatalité aussi, à se dire ça fait 2000 ans que c'est toujours les mêmes qui en veulent à la chrétienté. Ben évidemment, c'est évident, il y a une constante. Il y a une constante, c'est ce que je ne cesse de dénoncer, justement. Alors qu'est-ce qu'on fait devant cette constante? On se plie en disant, ah oui, c'est une fatalité. On dit non, c'est une volonté. Et contre une volonté, il faut une autre volonté. Ce que les cathos d'aujourd'hui n'ont pas. C'est pour ça que je les fustige autant. Alors, entre la catholicité d'aujourd'hui et celle de nos rois et de nos évêques et cardinaux, parce que tout de même, ce sont les évêques de France, à commencer par Saint-Rémy, qui ont façonné la France avec nos rois, jusqu'à Richelieu. Et quand je dis jusqu'à Richelieu, c'est qu'à partir de là, ça a commencé à vasouiller. Enfin, après lui, ça a commencé à vasouiller. Donc on sait ce qu'il reste à faire. Comment? On sait ce qu'il reste à faire. On sait ce qu'il reste à faire. Ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Surtout pas de tomber dans le défaitisme. Et bien sur ce, Monsieur Blanquer-Dessac, oui, terminé. Eh bien, merci Diane. Et bon, je sais que vous n'attraperez pas la grosse tête, mais j'aime vos questions parce qu'elles sont pertinentes et ça permet d'aller au fond du problème et de mettre le bistouri là où ça fait mal. Et j'aime. Très bien, je vous remercie. Merci à vous Diane.